J'ai cru effectivement que la technologie allait pouvoir réparer les maux de la société. Si je prends tout ce qui s'est passé avec la technologie, je pense que ça a plus fait de mal que de bien. Parce que les gains de productivité, pour l'instant, ils sont extrêmement faibles, voire négatifs, mais on a toute la complexité de l'IA intégrée dans nos processus de travail. Est-ce que tu peux vraiment faire bouger les choses avec impact et de manière durable si tu as une direction qui n'est pas convaincue? On parle de cette prise de pouvoir des RH sur des sujets donc RSE et QVTC. Comment elles peuvent prendre ce pouvoir en interne? Bonjour à tous et à toutes pour un nouvel épisode de People Place. Moi, c'est Maud, je suis une ex-DRH et aujourd'hui entrepreneuse du Temple RH, un centre de formation pour les RH. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Pierre Monclos. Salut Pierre. Salut Maud. Conférencier et formateur sur les sujets de RA et IH, mais pas que, tu vas tout nous dire pour parler notamment de cette prochaine équation que les RH auront à résoudre. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, l'épisode, c'est sur l'intelligence artificielle, mais aussi avec un angle RSE. Toi, Pierre, t'es resté 10 ans chez Uno en tant que DRH avant de les accompagner à temps partiel aujourd'hui sur des sujets d'IA, en développant notamment le MOOC, qui a fait fureur auprès des RH, lancé en 2024. En parallèle, donc, tu as coécrit le livre Quand les startups, scale-up et licornes réinventent les RH en 2023. On est ensemble donc pour parler de ce sujet que tu aimes tant, et je crois que tu as une annonce à faire. Alors c'est la première fois que je le fais devant un micro. Alors c'est une petite annonce, mais pour moi elle est importante. Ouais. C'est que en plus de ces sujets que j'adresse, je vais aussi maintenant porter des sujets de transition écologique sur l'IA, les RH, mais pas que, même plus largement. C'est maintenant que j'ai une audience, des gens qui m'écoutent. J'aimerais aussi parler de ces sujets-là parce que c'est une cause personnelle que j'avais pas encore amenée dans le monde professionnel. Et voilà, c'est ma nouveauté 2026. Bravo, parce que c'est quand même un changement qui est intéressant, sachant que tu as aussi changé, toi tu as évolué aussi sur ces questions d'IA, et donc on va aussi en revenir. Mais avant, toi Pierre, tu as commencé donc ta carrière en droit social, comme beaucoup en tout cas de RH aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bifurquer vers ce métier de ressources humaines? Alors oui, j'ai commencé dans le droit du travail, déjà parce que je faisais du droit et c'était avec le droit pénal, le droit qui avait l'air le plus humain. Le reste, c'était droit des affaires, droit immobilier, et la partie humaine m'intéressait. Sauf que quand j'ai vraiment commencé le droit social, même dès la fin de mes études, mon impression, alors que je connaissais pas le monde du travail, c'était déjà, et on se le disait à plusieurs entre étudiants puis mes premières années pro, mais en fait, c'est le droit des usines des années 70. Déjà, alors que le monde du travail n'avait pas transformé, il s'était pas transformé comme il s'est transformé ces dernières années, on trouvait qu'il était vieillot et pas adapté à la manière dont on travaille aujourd'hui et dont on doit penser le management de la culture d'entreprise. C'est la rigidité que tu remettais en question sur le droit ? Notamment la rigidité, ouais. Okay. C'était censé protéger les salariés pour rééquilibrer le pouvoir que l'employeur avait sur les salariés, mais en fait c'était très difficile, ne serait-ce que d'être flexible et de respecter le droit du travail. Ça allait encore en 2026. Il y a plein de boîtes qui doivent aller au-delà du droit du travail et qui prennent des risques, mais juste parce que le droit il s'est pas adapté à notre temps. Et donc je me suis dit je vais aller dans l'autre partie qui sont les ressources humaines. En croyant que ça allait être plus moderne. Bon, à l'époque, je me suis un peu trompé, mais depuis, je pense que j'ai quand même fait le bon choix. Ok. Tu es resté 10 ans quand même dans une entreprise, donc... Après, quand je suis allé chez Uno, là, c'était juste une opportunité de dingue parce que j'arrivais au tout début d'une boîte et j'ai pu dire aux 2 fondateurs qui venaient de créer la boîte, moi, si on a des salariés, ça m'intéresse de devenir RH, mais pour qu'on fasse les RH à notre manière, on a vu qu'on avait on appelle un fit culturel sur la manière de développer les RH. Alors, ça a été beaucoup plus dur que ce que je pensais, mais justement, on s'est dit, on va pas reproduire les RH qu'on a vécu nous dans nos premières expériences de stage ou de salariés, et on va essayer de faire autre chose. Et ça m'a motivé, et c'est ça qui m'a aidé moi, j'ai amené ma petite touche de RH moderne chez Uno, pas surtout, parce qu'il y a plein d'endroits où je me suis planté où en fait ça marchait pas, soit par naïveté, soit parce que ça brillait trop et on a découvert la réalité de l'entreprise, tout simplement. Soit parce que le droit du travail nous mettait quelques bâtons dans les roues et qu'on s'est dit on va choisir nos combats. Donc Uno, t'as commencé tout de suite Uno après ton expérience en droit social, c'est ça? Ouais. Super.
Et donc, tu nous as annoncé là le fait de ton envie, en tout cas, de porter tes engagements écologiques. Donc, tu me dis auprès des RH, mais pas que. Donc ça, c'est intéressant. Et notamment, en 2021, tu avais aussi cofondé donc ce collectif Idea Pact qui milite donc pour plus d'inclusion dans la tech. Comment cet engagement RSE est né? C'est quelque chose que tu portes depuis plusieurs années. C'est quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, au début, c'était une petite voix. Plus, je pense, dans le cœur que dans la tête. C'était plus émotionnel que rationnel. Mais très jeune ou ouais. adolescent déjà ou pas du tout? Alors, dès l'adolescence, sauf que de l'adolescence à jusqu'à il y a quelques années, j'ai voulu privilégier déjà mon propre confort et mes propres intérêts avec la vie sociale, la vie amoureuse, la vie de famille. Et je me suis fait absorber par ma passion pour la technologie et par le travail. Et donc, de temps en temps, je voulais lancer des trucs, mais en fait... contrairement à ceux que j'admire, j'agissais pas vraiment. J'avais quelques convictions, mais ça s'arrêtait là. T'as lancé des petits trucs, mais t'es pas allé jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça voilà. Okay. Je voulais lancer des assos. Enfin, tu sais, tous les gens qui disent, je veux faire des trucs merveilleux pour prendre un engagement social devant les autres. Et malgré ça, en fait, je n'agissais pas. Donc, zéro impact. Jusqu'à ce que je réalise que quand j'étais DRH chez Youno, là, t'es devant le fait accompli de toutes les injustices qui arrivaient même chez nous. Tu vois, nous, on pensait qu'on avait une bonne culture et qu'on n'avait pas tiré les travers de la société chez nous. Mais en fait, c'était faux. N'importe quelle entreprise retrouve tous les travers de la société, à moins d'être très, très, très bon dans la manière dont tu gères ta culture, ton recrutement. Bon, nous, on a accueilli plein de sujets. Et je me suis dit, là, j'ai quand même un peu de pouvoir d'agir. Et j'ai découvert aussi que j'avais un pouvoir d'agir au-delà de l'entreprise en prenant la parole. Parce que la première fois que j'ai pris la parole publiquement, c'était sur la maternité, la discrimination envers les femmes, ne serait-ce qu'en âge d'avoir des enfants. J'ai eu un écho absolument incroyable où on m'a dit alors déjà, c'est cool qu'on ait un homme blanc qui prenne la parole sur ces sujets-là parce que il y en a pas beaucoup. Même si on m'a dit à juste titre, fais attention non plus de pas faire ça pour attirer l'attention, ça peut être très séduisant. Il y en a qui sont tombés dans le piège. J'espère que je suis pas tombé dans le piège. Et surtout, j'ai eu tellement de candidatures et de personnes qui m'ont dit, mais ça fait du bien parce qu'on a l'impression que c'est normal d'être discriminé quand on est une femme en âge d'avoir des enfants, qu'on a besoin de personnes qui prennent la parole. Sauf que j'étais tout seul. Et donc, quand Christelle Calipé, la merveilleuse Christelle, en échangeant, elle a dit, mais en fait, il faut qu'on monte un collectif pour qu'on soit un nombre important de personnes et que du coup, on ait vraiment du poids et dans nos entreprises et au-delà. Je lui dis, ok, chaud, dis-moi comment on fait, comment je peux t'aider. Et c'est comme ça qu'on a monté ce collectif. C'était en quelle année, ça? C'était ça devait être en 2020-2021, parce que c'était notamment pendant les confinements, et c'était mes visios préférées. On se disait comment on va pouvoir faire, avant même d'en parler à nos boîtes, pour porter un truc aussi fort. On avait une grosse ambition. Ça n'a pas encore été atteint la hauteur de l'ambition que j'espérais. Par contre, ça a eu énormément d'impact parce que Christelle, elle a vraiment agi. Exactement. Et puis, elle a réuni ce collectif. Moi, j'aime bien dire, tout vient un temps à qui sait attendre. Et donc, il faut aussi faire preuve de patience pour monter, lancer, créer des projets. Juste ta prise de parole, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2018, parce que c'était suite à un entretien où j'avais juste dit, pour moi naïvement, mais à une personne qui s'appelle Émilie, qui était devenue notre DAF. Dernier entretien, moi je faisais l'entretien RH, c'était la fin du process, et je lui dis est-ce que tu as d'autres questions? Et d'ailleurs, tu verras, nous on ne posera pas de questions sur des sujets comme... Et j'ai cité, est-ce que tu comptes avoir des enfants? Enfin, pour nous, c'est pas un sujet dans le recrutement. Et elle a eu les larmes aux yeux, et elle m'a dit, mais tu sais que dans tous mes autres process, soit on m'a posé la question, et je savais pas trop quoi répondre, soit quand j'ai répondu ou j'ai pas voulu répondre, il y a des entretiens qui sont arrêtés à ce moment-là en mode non, mais nous c'est important, et c'est là que j'ai réalisé l'ampleur du truc, parce que moi en fait j'avais jamais été confronté, j'étais pas encore papa en plus à l'époque, puis t'es un homme, tu vois moins ces sujets-là, t'en entends parler, mais je sais pas, ça ressortait par une autre oreille, j'avais beau y être sensible, je l'avais pas réalisé. Et donc là, quand il s'est passé ça, j'ai publié cet article sur un blog où j'avais très peu de lecteurs. Moi, j'avais un tout petit blog. Et en fait, c'est là qu'il a eu un écho incroyable. Et donc, c'était ma première prise de conscience où je me suis dit, vas-y, on va un peu bousculer les choses, parce que ce genre d'injustice, sinon, en fait, c'est socialement accepté.
Et ça, par contre, ça, c'est un truc qui me révolte de me dire, mais non, mais il faut arrêter d'accepter communément ce truc. Parce que c'est quand même du pénal, hein, à la fin, c'est de la discrimination. Bien sûr. Et j'ai l'impression que tout le monde accepte ça, personne porte plainte. Il n'y a pas que ça en plus, hein, tellement. Ouais, et ça, c'est qu'un sujet. Pourquoi c'est important pour toi, en tant que DRH ou même en tant que RH, de faire rayonner, en tout cas, ces sujets de RSE dans nos métiers? Alors, déjà, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que c'est pas juste mon envie perso que j'essaye de satisfaire à travers le monde pro, parce que j'ai jamais agi à titre perso? J'ai pas la réponse à cette question. Peut-être que je la trouverai un jour. Mais quand tu vois qu'il y a des gens convaincus, que tu prends position publiquement, tu vois que ça sera plus difficile pour les discriminations, notamment de revenir par la fenêtre dans les entreprises, hein, parce qu'elles reviennent toujours, peu importe les chartes et les politiques que tu mets, c'est quand même un sujet assez difficile. Mais quand en plus tu prends position publiquement et que tu mets en place des garde-fous et que tu vois l'impact que ça a, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on fait le métier de RH. Quand tu as juste des personnes qui viennent avec des émotions pour dire, mais t'imagines pas juste à quel point ça peut être rassurant de se dire qu'il y a des personnes qui peuvent nous soutenir dans des situations beaucoup plus difficiles que parfois la discrimination qu'on a évoquée. Ça pour moi c'est tellement important. Enfin, c'est une évidence. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est un peu la différence entre la tête et le cœur, c'est que j'ai même pas besoin là de le rationaliser. Je me dis, ok, ça c'est extrêmement important. Et si une entreprise considère pas que c'est important, dans ce cas, je change d'entreprise. Ça veut pas dire que ça doit être la priorité des RH. Par contre, ça doit être une de leurs top priorités. C'est ma conviction à vie. Si et quand je redeviendrai RH, ce sera toujours dans mes priorités, parce que je suis pas sûr que le monde ira mieux dans les années qui viennent sur ces sujets-là. Enfin, on verra. Soyons positifs. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif. Tu vois, moi, j'ai vécu deux situations, tu vois, en entreprise, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que les RH devaient quand même être les garants, tu vois, de ces sujets de RSE. Ouais. Je me souviens, tu vois, j'arrivais dans une start-up, dans la tech. On était à l'époque, il y avait 91% d'hommes. J'arrive en open space et là, il y a un ingénieur qui dit, mais qu'est-ce que je me la suis bien faite, ma femme, hier soir. J'étais à 1 mois, tu vois, de ma prise de poste en tant que, à l'époque, je commençais donc un poste de responsable recrutement. Et je me suis dit, waouh. Et là, moi, j'avais pas forcément d'engagement, même si je suis LGBT, je me considère pas, tu vois, c'est pas je suis pas un porte-voix. Ça a jamais été, parce que c'est mon identité, et j'ai pas envie, en tout cas, d'être aussi collée à une image, tu vois, de porte-voix LGBT. Ouais. C'est un choix qui est très personnel, mais c'est là où je me suis rendu compte, waouh, ok, dans mon rôle RH, je dois être quand même garante d'un cadre pour éviter en fait ce type de débordement. Et donc je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais en fait? Même nous, on n'est pas armés à ce type de situation. En fait, moi, j'ai gelé et j'ai mis 24 heures à me dire, ok, c'est pas une situation normale en entreprise, parce qu'en fait tout le monde à côté rigolait. Donc je me suis dit, en fait, le groupe a aussi absorbé, tu vois, cette façon de faire, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est pas normal. Et la deuxième situation, j'étais à une conférence donc autour des sujets de diversité et d'inclusion, et j'ai une RH candide, sans vouloir le mal, qui dit, ah, mais moi, je comprends pas, en fait, pourquoi on doit faire des toilettes mixtes. Nous, la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose, en fait, qui est porté. On n'a pas besoin d'en faire tout un pataquès, en fait. Et en fait, il y a cette mauvaise compréhension où quand tu es une minorité, c'est vrai que, t'as pas forcément, les gens ne te comprennent pas et comprennent pas forcément ce que tu peux vivre, parce que moi en tant qu'LGBT, ça se voit pas. Tu peux pas savoir que je suis lesbienne, et tu peux pas comprendre tout ce que j'ai pu vécu dans mon adolescence pour en arriver là où je suis. Et donc ça peut être aussi, tu vois, des choses où il y a un manque de connaissances en fait sur ces sujets-là. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut prendre la parole, parce que dans les histoires que tu décris, souvent, je suis sûr que moi j'ai été dans plein de situations comme ça dans ma première expérience pro. T'as l'impression que c'est normal, et donc même si ça t'interpelle un peu, sur le coup tu te fais embarquer par le groupe. Il y a un phénomène très intéressant, vu que j'ai beaucoup bossé sur les valeurs et la culture d'entreprise, où un jour il y a Mathieu Poirot qui est expert en risques psychosociaux, où je lui dis, mais c'est quand même incroyable, il y a plein de boîtes qui ont
afficher des valeurs autour de la bienveillance ou autre, et dans laquelle en fait il y a des managements toxiques. Et lui, il me disait, c'est un paradoxe qu'on observe où quand en plus tu écris bienveillance ou inclusion et qu'il y a des comportements qui vont à l'encontre de ça, ça donne juste un point de rattachement pour que les personnes, pour se rassurer, pour dire ah non mais ça doit pas être bienveillant, ça doit pas être malveillant, puisque nous on a dit qu'on était bienveillant. Et donc ça va pas prévenir les comportements, au contraire ça va être de quoi se rattacher, plutôt que d'oser affronter la situation pour les personnes qui découvrent ça pour la première fois et de dire non, attendez, là c'est pas normal. Donc il faut qu'il y ait des personnes, et pas que les RH, mais notamment les RH, qui actent que c'est pas normal pour que ça évolue. J'ai entendu plusieurs fois et j'ai lu, pas que sur LinkedIn, oui, les DRH sont des wokistes. On peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Ça, tu vois, c'est l'un des trucs qui m'anime le plus à aller encore plus loin, parce que oui, en fait, c'est juste qu'avant, on n'aurait pas dû les faire, mais maintenant, on a dit, non, il y a des genres de propos qu'on ne doit pas tenir parce que c'est irrespectueux, et c'est pas parce qu'avant on se l'autorisait que c'était bien. C'est juste que maintenant, on a acté qu'on arrêtait ça. Si c'est ça être wokiste, tant mieux. Moi, je suis wokiste et je suis fier de l'être. Si c'est ça être wokiste. Ouais, donc c'est bien. Donc tu nous dis, les RH doivent porter, donc pas seuls bien sûr en entreprise, mais porter en fait le cadre, en tout cas RSE de l'entreprise. Mais c'est dur encore. Et même, tu vois certains même départements diversité inclusion, tu as l'impression aujourd'hui dans l'entreprise, on fait un département diversité inclusion pour faire bien, mais finalement, tu as des pratiques de management toxiques et il y a quand même énormément encore à faire dans les entreprises. Est-ce que tu veux juste nous donner la différence, parce que j'aime bien faire ça, entre la partie RSE et QVTC, parce que c'est deux terminologies. Est-ce que pour toi c'est la même chose? Est-ce que c'est deux choses différentes? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, dans mes définitions à moi, la RSE, c'est plus large. C'est responsabilité sociale et environnementale. Donc, ce sont tous les sujets sociaux et qui touchent à l'impact sur l'environnement. Et dedans, tu as la santé, la sécurité. On pourrait mettre, il y en a qui le mettent à côté. On pourrait mettre la partie QVCT ou à l'époque QHSE. Dans certaines entreprises, ils le distinguent parce que des entreprises où, quand tu bosses dans une usine où tu as des travaux manuels, tu as des sujets de sécurité au travail. Et donc, pour les boîtes qui auraient créé des départements, il y en a qui les scindent en deux. Pour moi, tout va dans le RSE. On va simplifier les choses, et c'est notamment dans le S qu'on va parler ensuite de la condition sociale des travailleurs et de leurs conditions de travail. Très clair. Donc là, la QVTC, c'est juste une partie du S de RSE. Et juste pour finir, et on va passer sur l'IA et RSE, en effet, donc on parle de cette prise de pouvoir des RH sur des sujets donc RSE et QVTC. Quel pouvoir finalement elles ont en entreprise? Comment elles peuvent prendre ce pouvoir en interne, les RH? Pour toi. Alors déjà, est-ce qu'il faut qu'elles prennent le pouvoir, ou est-ce qu'il faut qu'on leur donne, ou est-ce qu'il faut qu'elles prennent le pouvoir? J'ai jamais été dans la situation où j'ai dû prendre le pouvoir. Donc, mais je me dis, si tu dois prendre le pouvoir, ça veut dire que tu as une direction qui est pas convaincue. Ça, ouais. Et est-ce que tu peux vraiment faire bouger les choses avec impact et de manière durable si tu as une direction qui est pas convaincue? C'est quand même un sacré défi. Il y a des exemples. Tu vois, tu as Muriel Pénicaud, elle raconte des histoires où elle a fait des choses incroyables, notamment pour la place des femmes en entreprise. Mais à chaque fois, je me dis, mais en fait, si elle avait pas eu sa personnalité et ce qu'elle a fait, elle aurait pu potentiellement obtenir pour que les gens ils disent elle va nous laisser tranquille quelques éléments, mais est-ce que ça aurait vraiment fait la différence? Est-ce qu'on se serait pas retrouvé dans la situation tu décrivais juste avant, où peut-être que tu as un département diversité et inclusion, mais au final il y a plein de pratiques toxiques qui continuent de vivre. Je pense que il faut, alors j'ai pas le bon terme, prendre le pouvoir. Pour moi, tu dois trouver la manière dont tu peux faire évoluer la culture d'entreprise dans le sens qui va servir ces enjeux-là notamment, et tu dois avoir suffisamment d'alliés dans la direction. Si déjà il y a pas tu crois pas là-dedans, alors moi je suis un peu radical là-dessus. En fait c'est un coup de gueule. Tu dis si on fait pas ça, je m'en vais. Et t'as l'air d'être assez, et tu claques la porte. Okay. Parce qu'en fait il faut. Sinon c'est un piège. Tu vas croire que tu vas avoir de l'impact et t'en auras pas, et tu vas gâcher ton énergie. Donc moi, je pense que sinon, il faut fuir. Pareil, dans le monde des risques psychosociaux, on dit quand t'as du management toxique,
le premier réflexe à titre individuel, pas en tant que RH, c'est de fuir parce que c'est tellement compliqué de se sortir de ce genre de situation. Donc là, moi, tu vois, j'ai eu une seule situation dans ma vie professionnelle où j'ai eu un désalignement très fort et où du coup, à un moment, j'ai dit, en fait, si on va jusqu'au bout de cette décision qu'on a l'air de pouvoir prendre, je pense qu'elle n'aurait pas été prise, mais vu que j'avais peur de ça, j'ai dit de manière très claire, et j'ai pas peur de le dire publiquement, en fait, si on va vers cette décision, je claque la porte et je dis pourquoi je claque la porte. Et je le dis haut et fort, donc déjà dans l'entreprise, ça se saura, mais en dehors de l'entreprise aussi, on peut faire les procès qu'on veut. En fait, je vais dire la vérité, donc je vois pas en plus ce qui pourrait se passer de mal derrière. Et là, d'un coup, j'ai eu des yeux comme ça de différentes personnes et ce que ça a généré, alors il y a certains, ils se sont dit, vas-y, il le fera pas, et d'autres qui se sont dit et qui m'ont dit après, mais en fait, heureusement que tu as poussé ce coup de gueule parce qu'on réalisait pas ce qu'on était en train de faire. Tu avais eu le premier niveau de résistance, mais ça suffisait pas, parce que c'est des sujets très complexes et nouveaux pour nous. Je vais pas préciser le sujet parce que ça a pas d'importance là pour le point, mais et ça, je me suis dit, mais si un jour je me retrouve dans la même situation, et j'étais prêt à le faire, alors ça m'aurait embêté, mais si tu fais pas ce genre de choses suffisamment clivantes et suffisamment fortes, je pense que les choses vont pas changer. Regarde, depuis le temps qu'on parle des sujets, quand tu regardes la différence d'écart salaire homme-femme, qui est le sujet qu'on traite depuis la nuit des temps, sur lequel il y a peut-être le plus de lois, de contentieux, ça progresse encore tellement lentement. Donc pour moi, je pense qu'il faut être plus radical. Sinon, oui, on pourra se réjouir que chaque année, on réduit de 2% encore l'écart. Mais c'est pas ça le combat. Le combat, c'est que très rapidement, on arrive à une égalité ou une équité. Et ça passe par de la radicalité, je pense. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de plus mesuré. Et je me dis, si on veut changer les entreprises, il faut aussi qu'on soit résilient dans les débats, tu vois, dans la façon, en tout cas, peut-être de changer les mentalités en interne. Et je me dis, si on n'y arrive pas et si du jour au lendemain, il y a un truc, où on n'est pas d'accord et on claque la porte. Moi, c'est très personnel, ça ne concerne que moi. Je me dis, c'est pas comme ça qu'on va y arriver parce que on va pas, entre guillemets, et je mesure mes propos dans ce que je vais dire, c'est trop facile d'aller dans des entreprises qui vont bien, entre guillemets, et de continuer que d'aller dans une entreprise où il y a énormément à faire. Et c'est là, je trouve qu'on a le plus d'impact dans le changement d'une culture d'entreprise pour la faire passer, entre guillemets, du bon côté de la force. Et je trouve qu'il faut apprendre à avoir plus de résilience dans le fait, tu vois, de se retrouver dans des situations qui touchent nos valeurs profondes, mais c'est de se dire il y a peut-être une chance que j'y arrive et notamment j'ai un exemple d'une DRH. Elle a mis 10 ans de sa carrière professionnelle pour faire changer la mentalité de son fondateur, mais elle y est arrivée. Et puis, elle a réussi à mettre la RH au centre de l'échiquier avec des pratiques plus positives pour les salariés. Mais ça a mis 10 ans. Mais elle y est arrivée. Et donc, je trouve que, et c'est très personnel, je trouve qu'il y a une demi-mesure à trouver dans ce type de situation. Voilà. Alors moi, mon point, c'est qu'il faut les deux. Il faut des personnes qui fassent ce travail de fourmi que j'ai essayé de faire, mais moi, ça me convient pas. Là aussi, c'est personnel. C'est ça, c'est des personnalités, Et je trouve qu'on manque d'approche radicale pour venir compléter ce travail de fourmi. Mais oui, il faut clairement les deux. S'il y a juste du radical, alors peut-être que tu peux claquer la porte d'une boîte et faire venir quelques salariés dans ton entreprise, mais du coup, tu laisses tout un tas d'entreprises. Donc, il faut les deux clairement. Bon, des approches radicales, il y en a quand même pas beaucoup encore aujourd'hui, donc voilà, je fais partie des quelques-uns, mais j'ai pas été dans des grandes entreprises, donc en plus moi mon impact a été ultra limité. Bon, on arrive à notre sujet, donc sur l'IA et l'aspect en tout cas RSE de ce sujet. Donc pour info, nous sur cet épisode, quand on va parler d'IA, on va plutôt se concentrer donc sur la révolution de ChatGPT et des IA génératives, donc qui ont été amorcées en 2022.
Donc quand on a préparé l'épisode, tu m'as parlé de technosolutionnisme. Donc voilà une notion apparue donc dans les années 2000 qui avance qu'on pourrait réparer tous les problèmes du monde. Pour citer notamment l'ex-dirigeant de Google, Eric Schmidt, en 2012, via des solutions technologiques de pointe. Dans quelle mesure, donc je pense que c'est ton côté radical, tu te considères technosolutionniste? Alors je l'ai été. Et je le suis plus du tout. En fait, pendant un moment, vu que moi j'ai été passionné de technologie, j'ai cru les géants de la tech qui vendent de la tech. Donc j'aurais pu voir venir d'où venait le discours. Mais j'ai cru effectivement que la technologie allait pouvoir réparer les maux de la société, que ça soit l'environnement ou bien d'autres. Maintenant, j'y crois plus puisque à chaque révolution technologique que j'ai vécue, là j'ai 40 ans, ça a aidé à certains endroits. Je dis pas que ça a pas fait du bien, hein, ça a aidé à certains endroits, mais au global, je me dis si je prends tout ce qui s'est passé avec la technologie, bah, je pense que ça a plus fait de mal que de bien. Et avec l'IA, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les avantages qu'on nous fait miroiter, qui vont peut-être arriver, déjà on les observe encore peu. Par contre, les inconvénients dont personne n'a parlé et qu'on sous-estime, eux, ils sont bien là, ils arrivent à une vitesse folle. Et notamment sur l'environnement, il y a beaucoup de débats en ce moment. Est-ce que l'IA va nous aider à résoudre la crise climatique qui a l'air insoluble pour les humains? Et les experts que j'écoute, je dis pas qu'ils ont raison, mais moi, je suis convaincu que à ce stade qu'ils ont raison. Ils disent, le technosolutionnisme, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ça nous encourage à continuer dans cette course technologique qui, pour l'instant, n'est pas à 1% de la solution de la crise climatique et continue de polluer énormément parce que la technologie pollue à beaucoup d'endroits. Mais en plus, même si on pouvait avoir une énergie 10 fois moins carbonée, on sait déjà que y a des effets qui théorisent, notamment l'effet rebond, que probablement qu'on utilisera 10 fois plus d'énergie. Donc en fait, ça aura rien changé. On l'a déjà vu dans le passé et je serais pas surpris que ça arrive à nouveau. Et même si on avait une solution magique, imaginons encore plus magique, ce serait pas au service de l'environnement, parce que imaginons on a de l'énergie illimitée demain et zéro impact carbone, il y a cette énergie. Il y en a plein qui iraient explorer encore plus les fonds marins pour trouver des nouveaux minerais, l'espace, machin. Je suis pas sûr que dans la majorité des cas, ça servirait l'humanité. Peut-être que dans certains cas, et on se réjouirait, mais ce serait pas la majorité. Donc je pense que ça vaut pas le coup et qu'il faut pas être technosolutionniste. C'est mon changement à moi d'avis. Et comment t'as fait ce changement d'avis? Parce que t'étais assez pro-IA finalement il y a encore un an ou un an et demi. Qu'est-ce qui t'a fait basculer? C'est des recherches Alors, c'est en écoutant des personnes avec qui, soit a priori je suis pas d'accord, soit sur le sujet, je me suis dit tiens, il y a des personnes qui sont juste contre l'IA ou qui alertent sur des dangers. Où je me dis non, mais c'est absurde. Donc c'est ça l'intérêt d'écouter, même si ça fait pas souvent changer d'avis. Là, j'ai commencé à entendre et à me faire un avis sur, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, dans quel domaine ça a déjà créé plus de valeur que ça n'en a détruit. Et j'ai mis du temps à réfléchir. Si tu prends la médecine, tout le monde se réjouit. Et j'étais le premier à me dire, on peut détecter des tumeurs grâce à l'IA que l'humain n'est soit pas capable de détecter, soit pas aussi rapidement. On peut guérir des maladies très rares ou des cancers très spécifiques plus facilement parce que l'IA nous aide dans la recherche. Donc ça, c'est ce qui nous permet de nous réjouir. Mais si tous ces milliards, toute cette énergie en temps et en argent, tout cet investissement, on l'avait mis directement dans la santé, dans la médecine, sur la prévention de la malbouffe, la malnutrition, de la pollution, mais le nombre de cancers qu'on aurait évité tout court, pour moi, il serait peut-être 1000, 10 000, 1 million fois supérieur à ceux qu'on se réjouit de guérir aujourd'hui parce que ce sont des cancers très niches ou autres. Dans l'éducation, c'est pareil. On se réjouit que l'IA nous permette d'accéder à un peu plus de connaissances et compétences, même quand alors qu'on n'ait pas fait d'études ou autre. Et en parallèle, donc déjà l'IA elle est toujours pas fiable. On voit, il y a une étude qui date là de janvier 2026 de Anthropic, que c'est en train de creuser l'écart entre les plus éduqués et les moins éduqués, parce que les plus éduqués arrivent à s'en servir pour les fins qu'ils veulent, parce qu'ils font des prompts et des utilisations plus élaborées. Donc on creuse à nouveau l'écart. Il y a peut-être une exception de peu éduqués qui ont accès à des choses grâce à l'IA, mais c'est une exception, c'est pas la majorité. Là, une fois de plus, si on avait investi tous ces milliards dans l'éducation, l'impact il aurait été incroyablement plus important. Et j'ai fini par me dire, en RH, est-ce que c'est pas pareil? C'est ma question du moment, c'est, est-ce que
Oui, sur certains petits sujets, évidemment, l'IA peut créer de la valeur. Mais est-ce qu'au global, ça vaut vraiment le coup? Parce que tu écrivais donc dans ta newsletter quand même, voilà, en 2015, l'IA transforme les RH, elle peut être une formidable opportunité pour ce métier, j'en suis convaincue. Donc, ce qui est quand même fort en termes de prise de position. Tu as même fait des conférences pour promouvoir l'IA. Aujourd'hui, quand tu fais des conférences, comment ça se passe alors? Qu'est-ce que t'as changé dans ton discours? Alors, je montre toujours le potentiel des avantages et des opportunités de l'IA et les premiers gains qu'on observe dans certains domaines, le support collaborateur qu'on confie à l'IA, mais si on le fait bien, parce que là aussi il y a plein de pièges. Donc je mets en avant quand même les endroits où ça peut créer de la valeur, parce que les entreprises ne vont pas arrêter d'utiliser l'IA du jour au lendemain, et les RH non plus. Par contre, je pointe et je mets un peu plus l'accent sur ce que j'appelle les fausses bonnes idées, c'est-à-dire les endroits où on s'est dit et je vais t'en citer quelques-unes, on va automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. On va former au meilleur prompt pour obtenir le meilleur résultat de l'IA. On va dire qu'il va y avoir des gains de productivité et des gains de temps, parce que c'est ça qui va motiver les personnes à modifier leur métier. Et en fait, et je l'ai dit tout ça, sauf que pour l'instant, c'est en train d'apporter beaucoup plus d'inconvénients concrets dans les entreprises que de valeur. Parce que les gains de productivité, on les voit pas aujourd'hui, hein, les études s'enchaînent les unes après les autres pour dire que pour l'instant, ils sont extrêmement faibles, voire négatifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu la création de valeur de l'IA, mais on a toute la complexité de l'IA intégrée dans nos processus de travail. Donc ça crée des déceptions, voire de la résistance, parce que c'était la promesse en disant « mettez-vous à l'IA, aidez-nous à la transformation, vous garderez a priori votre emploi, mais vous allez gagner du temps que vous pourrez réallouer à autre chose ». Bon, bah, la promesse, elle est pas tenue pour l'instant. Je dis pas qu'elle va pas être tenue, mais ça va prendre peut-être beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Et sur l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, bah là, je crois que c'est quasi unanime. Les spécialistes de la santé mentale, qui sont pas encore des spécialistes de l'IA, disent, on avait déjà de très très gros problèmes, ça tous les chiffres le montrent, de santé mentale au travail dans le monde, mais notamment en France. L'IA, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient ajouter de nouveaux risques et elle vient accentuer une bonne partie des risques qu'on connaît déjà. Donc, est-ce qu'on veut à ce point-là aller aussi vite sur l'automatisation du travail? Moi, ma conviction à date, c'est non. Il faudrait ralentir, voire même sur certains process, il faudrait revenir en arrière, mettre un peu moins d'IA. Et alors, ça, pour mon cerveau, c'était compliqué à admettre, mais j'ai fini par comprendre certaines personnes qui disaient que parfois la performance, ça passe aussi par la non-optimisation, notamment technologique. Parce que moi je suis pas un spécialiste de l'IA à la base, je suis un RH, et donc j'avais du mal à comprendre ces concepts, et maintenant je le vois parce que il y a des métiers où on t'enlève toutes ces tâches simples dont tu as besoin pour ton épanouissement. On n'est pas fait pour faire que des tâches complexes toute la journée, et en termes d'hyperconnexion, de surcharge cognitive, de perte de sens, de perte d'engagement, de désappropriation du travail, la liste, il y a 20 conséquences au moins de l'automatisation trop rapide du travail, dont on s'est pas méfié, parce qu'avec le digital, c'était plus lent et c'était moins fort. Mais là, ça va trop vite. Et donc, c'est pour ça que je commence à me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et donc, moi, en fait, mon approche dans les conférences, c'est pas, n'utilisez pas l'IA. Alors, même si j'avais un pouvoir, je sais pas si j'avais une baguette magique, ce serait compliqué, il faudrait que j'y réfléchisse, mais c'est attention, en fait, ça vaut peut-être pas le coup sur tout un tas de sujets. Et surtout, vous êtes en train de créer plus de dégâts que d'apporter de valeur. Si c'est le cas, ralentissez ou revenez en arrière. Et je peux vous le dire d'autant plus que j'étais le premier à encourager, à être un enthousiaste de l'IA. Donc j'ai découvert un peu de nuances dans mes propos. Mais tu vois, si je redeviens RH demain, là, je suis un peu dans l'entre-deux et je commence à me dire où est-ce que je vais mettre et pas mettre de l'IA, et est-ce qu'il n'y a pas des boîtes, peut-être j'en rejoindrai une, où il y aura des équipes où on va choisir, et ça fera partie même de la marque employeur, de la fierté, de dire oui, à part peut-être pour rédiger quelques trucs ou autre, le reste, on n'utilise pas d'IA, et c'est ça qui va faire notre force. Et pour les impacts sur notre cerveau, et pour notre santé mentale, et pour l'impact sur l'environnement, et pour tous ces autres sujets. Vu que c'est public, je prends le pari qu'il y a des boîtes qui, dans des entités précises ou au global, pas des très grandes entreprises, ça fera partie de leur marque de dire 100% sans IA. Il y a déjà des médias qui commencent à mettre ça en avant. Nous, on sortira pas 1000 articles par semaine. C'est que des articles qui sont faits par des humains, et c'est garanti 100% par IA. Alors il y en a qui vont se dire moi je m'en fous, je veux 1000 articles, je veux pouvoir avoir plein de trucs. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire moi c'est ça qui m'intéresse et qui est aligné aussi avec mes valeurs, parce que ça veut dire que vous avez un impact environnemental moins faible et vous avez moins nourri les solutions d'IA. Donc quand on voit les géants de la tech et qui sont à la tête de ces géants de la tech
et leur proximité aujourd'hui avec Donald Trump, on est en plus en train de cautionner ce que certains appellent du technofascisme. Et alors ça, moi, cautionner, ça me fait quand même assez mal. Ouais. Et juste pour revenir peut-être sur la partie RH, nous, tu vois, ce qu'on fait au Temple RH, et je pense que c'est hyper important, c'est de commencer déjà, tu vois, de faire un audit, d'imaginer, enfin tu vois, de repérer toutes les tâches, en tout cas RH, et de décider est-ce que c'est une tâche qui est automatisable ou pas, est-ce qu'elle est à faible valeur ajoutée, à haute valeur ajoutée, et de se dire est-ce que c'est plutôt de l'automatisation via un outil, parce que quand même, tu vois, je parlais avec une DRH hier qui disait waouh, ma responsable paye, elle faisait encore les soldes de tout compte à la main, et donc il y a quand même, tu vois, je trouve une automatisation pour aussi alléger le quotidien et tu vois, et même en termes d'expérience candidat, quand tu reçois un scan avec ton solde de tout compte à la main, bon, tu vois, c'est pas forcément hyper c'est pas aussi une image hyper positive de l'extérieur, et de se dire bon bah est-ce que ça c'est une automatisation que tu peux faire potentiellement avec l'IA, et de décider en pleine conscience de ce que tu peux faire, tu vois. Alors ton exemple il est parfait, parce que là on va se dire c'est évident qu'il faut mettre de la technologie derrière. Moi mon propos c'est pas il faut pas en mettre, c'est il faut pas en mettre systématiquement. C'est pas parce que c'est automatisable qu'il faut l'automatiser. Et typiquement le solde de tout compte, peut-être qu'il faut qu'elle continue de le faire à la main elle-même une fois sur 30. Alors la version finale sera informatisée s'il faut l'envoyer aux salariés, mais parce que sinon, comment on s'assure qu'elle sait bien vérifier que la machine a été précise et qu'elle n'a pas oublié un point? Si tu l'automatises dans 100% des cas, tu perds en savoir-faire. Et c'est Microsoft qui l'a démontré, alors même qu'ils vendent de l'IA. Si tu te reposes trop sur l'IA, tu sollicites moins ton esprit critique, alors que tu as besoin de plus d'esprit critique pour vérifier que l'IA fait bien les choses. Et l'IA n'est pas fiable encore aujourd'hui, et selon les domaines, elle est même moins fiable qu'avant. Donc moi, mon propos, c'est attention, c'est très tentant d'automatiser. Et ok, sur ton exemple, on automatise. Par contre, il faut créer des occurrences où de temps en temps, elle va quand même continuer de le faire pour s'assurer qu'elle sache toujours le faire, qu'elle garde le savoir-faire. Et donc, qu'elle se fasse pas avoir quand l'IA fera une erreur bête parce que l'IA ne raisonne pas et ne pense pas. Ouais, c'est ça en fait mon point. C'est garder l'esprit critique et garder la compétence. Ou tu vois, un autre exemple qu'elle me partageait, c'était hyper intéressant. Elle disait aussi, elle allait chercher les signatures de son directeur à la main. Donc elle pouvait perdre des jours, voire des semaines, parce qu'il était très occupé. Et la mise en place, par exemple, d'un DocuSign était hyper positive, parce que en 24 heures, et le directeur s'est très bien adapté à ce type, tu vois, de situation où il y a quand même un gain de temps et un gain d'énergie, tu vois, qui est quand même positif pour la performance aussi de l'entreprise. Oui, là évident. Et là il y a pas besoin d'IA, et là il y a pas de perte de savoir-faire. Donc ça, là on peut foncer. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc c'est toujours se dire, ok, quelle est la tâche? Est-ce que je l'automatise ou pas? En effet, est-ce que je l'utilise l'IA ou pas? Et de pouvoir avoir sa cartographie, en tout cas, de ces tâches et de ces missions, pour quand même, tu vois, avoir un système qui soit performant dans l'entreprise. Ouais, je suis d'accord que c'est la direction à prendre, mais attention au piège. Ouais, non, mais c'est bien. J'aime bien ce point où tu dis, en effet, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la perte de savoir-faire, d'être capable toujours de calculer un solde de tout compte à la fin de la journée. Ouais. Trop bien. Mais c'est le moment pour faire la petite pause avant de continuer. Donc, si vous êtes RH, recruteuse, et que vous avez envie d'augmenter vos compétences, alors j'ai envie de vous parler rapidement du Temple RH. Le Temple RH, c'est un centre de formation, mais pas seulement. C'est aussi une communauté de professionnels RH qui veulent reprendre une place stratégique, gagner en crédibilité, en posture, en impact, et surtout sans se renier. On y forme donc sur des sujets de communication RH et de marque employeur, de leadership et de posture RH, ou encore de digitalisation des processus RH grâce à l'IA et à l'automatisation. On forme en entreprise, mais aussi en individuel. Et si ça résonne avec vos enjeux actuels, je vous mets le lien en description. Allez, maintenant, on reprend l'épisode.
Et donc, quand on a préparé l'épisode, tu as parlé donc de 5 frictions que tu percevais donc dans notre utilisation de l'IA. Tu en as déjà un petit peu parlé. Donc, je te propose de revenir dessus ensemble et de détailler donc ces frictions-là. Donc, tu m'as parlé donc de la santé mentale vs donc sacrifier donc sur l'autel de la productivité. Est-ce que tu veux nous rappeler un petit peu les points importants sur ce sujet de santé mentale? Ouais, pour résumer, l'une des promesses de l'IA qui finira peut-être par y arriver, moi j'ai cru, alors maintenant je déporte ma croyance à un peu plus tard dans le temps, c'est que en nous enlevant plein de tâches pénibles et qui n'ont aucun intérêt, parce que pour moi le travail, travailler pour travailler, je trouve ça absurde, ça allait améliorer nos conditions de travail parce que l'IA allait pouvoir le faire à notre place. Vu qu'on n'y est pas encore, on peut pas trop s'en réjouir. Et en parallèle, les principaux risques, c'est, on va dire, le principal pour moi, c'est la complexification du travail. Et on le voit dans plein de boîtes et dans plein de métiers, un début de perte de sens et de perte d'engagement à retirer quelques tâches simples. Et le premier exemple, pour pas en citer 26, qui pour moi est le plus parlant, c'est dans la relation client. Les premiers retours en arrière, c'est dans les services de relations clients par téléphone, où ils ont mis un chatbot IA, parce qu'on a enfin des chatbots IA intelligents, où on pouvait traiter les questions simples via ce chatbot pour que les opérateurs se concentrent sur les tâches à plus forte valeur ajoutée au téléphone. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Très rapidement, ils ont demandé à ce qu'on revienne en arrière en disant « En fait, nous, on n'a plus que des sujets complexes ou des personnes énervées parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver la réponse avec le chatbot pourtant intelligent. Et on n'a plus ces moments conviviaux. Bon, avant même que la personne elle ait fini de poser la question, on sait qu'on va pouvoir résoudre son problème, qu'elle va nous remercier et qu'elle sera contente et qu'on aura de la reconnaissance. Et donc, ils sont revenus en arrière pour dire redonnez-nous un peu ces tâches qu'on va appeler des tâches de respiration, des victoires faciles, où ça, si tu le supprimes, tu dégrades directement la santé mentale des collaborateurs. À moyen terme, peut-être que les 2-3 premières semaines, t'es trop content de faire que des tâches, alors certains disent à forte charge cognitive. Mais en fait, sur la durée, ça marche pas. Donc, t'as de la perte de sens, t'as de la perte d'engagement. T'as aussi un sujet, alors c'est dans les autres facteurs, mais je vais lier à la santé mentale, okay. Qui est lié à l'isolement. Ça, je l'avais pas vu venir non plus. Tu vois, moi, j'étais le premier à dire, on va automatiser notamment des tâches administratives, donc des tâches individuelles que tu fais tout seul. Et donc, le temps qu'on gagne, on va le passer à plusieurs pour faire de la créativité, de la résolution de problèmes complexes. Et donc, ça va renforcer la collaboration. Et ça, j'ai pas d'études, donc je partage qu'une conviction. Je peux pas encore le démontrer, mais moi, dans ce que j'observe, mon constat, c'est que c'est pas encore beaucoup arrivé, on passe pas encore beaucoup de temps, beaucoup plus de temps à plusieurs. Et inversement, on a un nouveau réflexe qui est que quand on a une question, on la pose à ChatGPT, j'ai une question en finance, je vais pas la poser à l'équipe finance. Ça arrange ceux qui osent pas dire qu'ils savent pas. Et puis souvent, c'est pratique parce que c'est dispo rapidement et c'est pas fiable, mais c'est plutôt fiable. Et ça enlève des relations informelles de travail. Déjà qu'on a beaucoup moins la machine à café avec l'hybridation du travail. En plus, ces questions-là, ça fait une occasion de moins d'avoir des échanges informels qui sont très importants pour le lien social et qui, du coup, dans le monde du travail, mais aussi dans le monde tout court, vont accentuer l'isolement qui peut dégrader à nouveau la santé mentale. Très clair. La deuxième friction, tu parles de formation des équipes. Ouais. Alors là, on a des études. Donc, on avait besoin d'une étude pour réaliser que quand tu fais faire à l'IA, ton cerveau, il fonctionne moins que quand tu fais toi-même. Et tu as, alors dans les études, ils appellent ça une dette cognitive, du délestage cognitif. Moi, je vais faire un parallèle beaucoup plus simple, parce que je pense qu'on n'avait pas besoin de ces études pour le savoir. Quand tu faisais un exposé quand tu étais étudiant, si c'est tes parents qui te préparent l'exposé ou tes potes qui sont meilleurs que toi sur le sujet, le moment où tu récites l'exposé, t'as quand même un peu plus de mal parce que t'as pas assimilé, t'as peu mémorisé, et si en plus on te pose des questions pas prévues, il y a assez peu de chances que tu sois à l'aise pour répondre. Et sans surprise, avec l'IA, c'est pareil. Si tu fais pas le travail, t'as une désappropriation du travail ou autre. Et donc il y a pas juste un risque de stagnation, il y a un risque de régression. Et donc il faut trouver d'autres manières d'utiliser l'IA. Ça, on le dit depuis le début, mais j'ai l'impression que ce mouvement, il est quand même lent parce qu'on a trop encouragé à faire le meilleur prompt pour obtenir le meilleur résultat. Il faut pas toujours chercher à obtenir le meilleur résultat de l'IA. Il faut continuer de faire pour continuer de faire fonctionner notre cerveau et trouver comment l'IA nous aide à mieux faire parce qu'elle nous fait des feedbacks, elle nous challenge, elle a une posture de coach. Il y a plein d'usages. Moi, j'appelle ça les usages apprenants. Et depuis que les entreprises certaines mettent ça en place, elles disent c'est génial parce qu'en plus le message il passe beaucoup mieux.
Les gens, ils ont moins peur pour leur emploi et en plus, ils voient leur intérêt individuel de dire l'IA, elle est en train de me faire progresser, elle fait pas à ma place. Donc, en plus, le taux d'acceptation est beaucoup plus fort de l'IA quand on fait comme ça parce que chacun y trouve son compte. Pour toi, un usage apprenant en RH, ce serait quoi alors ? Eh ben, prenons une tâche extrêmement simple, je dois rédiger une offre d'emploi. Je l'ai déjà fait un certain nombre de fois. Eh ben, je vais continuer de le faire, même si l'IA pourrait le faire un peu plus vite, parce que c'est pour un nouveau poste. Et je vais dire à l'IA, voilà mon contexte, mes objectifs, pourquoi on ouvre ce poste. Là, je dois rédiger l'offre d'emploi, mais je te donne la fiche de poste. Bref, je te donne tout un tas d'éléments. Voilà ce que j'ai fait, quitte à ce que je le fasse un peu plus rapidement. Dis-moi comment est-ce que j'atteins bien mon objectif et comment je peux mieux faire cette fois-ci ou les prochaines fois. Et alors parfois elle va dire non, j'ai rien à te proposer. Souvent l'IA, même quand elle a rien à dire, elle se sent obligée de te sortir des éléments. Et des fois elle m'apprend rien ou le feedback il tombe à côté. Et des fois c'est l'inverse. Je me dis tiens c'est vrai, ça j'y avais pas pensé. Mais vu que j'ai fait moi d'abord, j'ai fait fonctionner mon cerveau et j'ai pas perdu ce savoir. C'est ça un usage apprenant. Ouais, très clair. Au niveau, donc il y a la troisième friction, c'est au niveau de la productivité. Ouais, et ça on en a un petit peu parlé. En septembre, le MIT sortait une étude en septembre 2025 qui disait que sur le premier semestre 2025, donc 2 ans après l'arrivée des IA génératives dans le monde du travail, 95% des entreprises qui ont intégré l'IA n'observent aucun retour sur investissement. Donc n'observe, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais quand il est là, en plus, on a du mal à savoir où est-ce qu'il est, quelle a été la valeur créée. Et en fait, je pense qu'on réalise, moi on me l'avait dit, mais j'avais pas voulu le croire, parce que ça s'est déjà passé dans les autres technologies, j'ai été trop enthousiaste, que quand tu intègres une nouvelle technologie, la création de valeur dans le monde du travail et dans les organisations, elle met beaucoup de temps parce que c'est extrêmement complexe. Alors maintenant on le voit, on a vu à quel point la transformation IA était complexe, et donc à l'échelle d'une tâche ou de certains sujets très niches, tu vois de suite la création de valeur, traduire des documents plutôt que passer par un logiciel ou une personne. Bon, l'IA le fait quand même très très bien, mais à l'échelle globale déjà d'un métier, voire d'une organisation, il faut ajouter toute la complexité d'intégrer l'IA, les risques dont on a parlé, les limites éthiques, les limites juridiques, les limites, on va dire en termes de logiciels, parce que plein d'entreprises sont pas allées sur les IA les plus performantes parce que c'était pas les plus sécurisées, celles qui protégeaient le mieux les données. Et donc, on est un peu dans un entre-deux où pour l'instant, on voit à la marge ces gains de productivité, alors qu'on fait plein d'efforts. Et il y a des personnes, là pareil, je n'ai pas encore trouvé d'études, mais je parie qu'on aura rapidement des études où ils vont montrer que dans certains métiers, les personnes sont effectivement plus débordées. Il y en a qui disent, mais moi je me sens plus débordé qu'avant l'IA. Et moi j'avais eu ce sentiment quand j'étais RH avec le digital, où j'avais cru, en plus j'étais dans une boîte tech, aux promesses du digital. Alors sur certains sujets, ça m'avait énormément aidé, mais au global, j'étais là, mais le nombre de logiciels maintenant que je dois avoir pour gérer les RH et tous les nouveaux problèmes que ça m'amène, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel 10 fois pire là-dessus, d'amener encore plus de complexité qui va manger le peu de gains de valeur qu'on observe pour l'instant. Je pense qu'on est dans cette période là en 2026. J'espère que ça va vite changer, sinon y en a qui vont repartir en arrière sur l'IA. Ils auront probablement raison. Et puis il faut aussi remettre un peu de contexte. Déjà, je me souviens, j'avais fait une conférence sur la digitalisation, juste même pas sur l'IA, rien du tout. J'avais posé la main. Qui a un logiciel donc de corps RH, donc classique avec toutes les informations des salariés. Et il y avait juste 2 personnes sur une salle de 50 personnes qui l'avaient. Donc je pense que déjà, de parler d'IA, déjà il faut déjà commencer à discuter de ces sujets de digitalisation qui sont malgré tout importants au niveau de la gestion, tu vois, des RH. Et j'étais hyper surprise. Je me suis dit, mais je pensais qu'il y avait pas mal de boîtes, et c'était quand même des boîtes, tu vois, de grands groupes, qui avaient déjà un SIRH en fait en place. Ouais, alors moi ça me surprend, je l'ai vécu ce que tu décris, ça me surprend moins parce que j'ai l'impression que j'ai compris pourquoi. Je dis pas que je détiens la vérité, mais on a des RH qui sont peu technophiles, ça c'est historique, et sur l'IA, il y a dans les quelques études, je cite plein d'études, mais j'en lis pas à longueur de journée, mais dans les quelques études que j'ai lues sur comment les métiers RH évoluent par rapport aux autres métiers, j'ai trouvé un très bon argument qui justifie pourquoi les RH ils vont aussi mollo. C'est parce que nous on gère des sujets particulièrement sensibles et humains, et donc dans plein de boîtes, même la direction dit on va y aller un peu plus mollo là-dessus, on est moins exigeant parce que l'impact
de mettre du digital dans les relations humaines, il peut créer quand même énormément de risques. Et donc, on va aller plus vite sur le marketing ou autre parce que on a moins peur de risques financiers ou sur les chiffres. Par contre, sur l'humain, ça remet quand même tellement de choses. Et ça, je trouve que c'est une bonne raison pour rassurer les RH qui disent nous, on y va doucement. Bah oui, parce qu'en fait, il y a des risques que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre parce qu'il en va, par exemple, de la santé mentale des équipes. Ouais, tu vois, il y avait j'avais bien aimé, c'était une RH qui me disait, oui, mais en fait, nous, on a 80% de la population qui n'a pas d'ordinateur, qui n'utilise pas, en fait, ce type d'outils. Et donc, en fait, ça met plus de friction, comme tu en parles, que d'allègement, en tout cas, du processus. Donc, finalement, même si on veut mettre ça, les gens l'utiliseront pas, en fait. Ouais. Donc ça, c'est donc toujours se dire, la technologie, il faut s'assurer que ça serve aussi à la bonne personne et donc de toujours comprendre en fait la population pour qui tu travailles. Mais donc t'imagines, parce que là nous on parle quand même dans un peu le monde de la tech ou des métiers de cadre et déjà ça crée pas de valeur. Et si en plus on applique ça à des métiers qui sont plus éloignés de la tech, t'imagines le ratio entre l'éventuel bénéfice et tous les inconvénients que ça amène. Non, après moi je suis plus modérée que toi. Moi tu vois, je sais pas de te convaincre. non mais moi tu vois, je trouve que la technologie utiliser notamment dans les RH, notamment les outils, la digitalisation. Enfin, c'est sûr que tu vas plus vite, tu vois. Quand tu peux plugger ton ATS, ton SIRH, que tu as toutes les données que tu as déjà intégrées dans ton ATS, qui sont intégrées dans ton SIRH, que tu n'es pas obligé de copier 5 fois la même chose. Et tu le sais, je pense que tu l'as vécu en tant que RH. 100% d'accord. Waouh, c'est hyper bien quand tu mets en place tous tes processus d'opération et avec ton onboarding, tout se signe. Tu peux intégrer dans ton agenda de ton manager l'onboarding de ton salarié, que tu arrives à vraiment avoir une machine RH sophistiquée et qui fonctionne et qui te fait gagner quand même du temps et donc de la charge mentale. Enfin moi je le vois de façon hyper positive. Et là je suis d'accord. Hein, voilà. Et après mais ton angle de dire que oui attention j'aime bien au niveau de faut garder le savoir-faire, il faut pas aller sur la facilité, faut plutôt utiliser l'IA dans un usage apprenant. Ça fait sens, tu vois. Mais je pense qu'il y a toujours un juste milieu à alors trouver. Lui il est particulièrement dur à trouver. Ouais. Ça sera tout l'enjeu en tout cas des prochaines années. La quatrième friction que tu nous avais partagée, c'était la cohésion et la collaboration, comme quoi travailler avec l'IA en fait isole de plus en plus. Ouais, là c'est la fameuse question que tu vas poser à l'IA plutôt qu'à un collègue, alors que l'IA est pas fiable. Et j'ai réalisé en échangeant avec Rebecca Renverso de Tomorrow Theory que en plus ça enlève des occasions de consolider ses savoirs pour les personnes à qui tu aurais posé la question. Parce que quand tu expliques à quelqu'un qui vient de poser une question, tu consolides ton savoir au passage. Et tu lui enlèves cette opportunité de faire ça. Donc tu enlèves le lien social informel, t'as toujours pas plus de collaboration, et en plus tu crées moins de situations où les gens ils ont consolidé leur savoir en le transmettant aux autres, ce qui en plus est une source de plaisir et de satisfaction d'apprendre aux autres. Donc même si c'est très tentant, de temps en temps, faut se dire allez, vas-y, je vais poser la question à l'équipe, même si ChatGPT aurait pu me répondre. Et si elle me dit, tu peux pas demander à l'IA parce que moi j'ai pas le temps, c'est de dire oui, mais de temps en temps, c'est aussi bien qu'on discute. Je pense que ça va pas passer dans plein de situations, mais quand on sait ce qu'il y a derrière, il faut un peu se forcer à le faire pour garder des habitudes qui créent de la collaboration et du lien social. Et la dernière friction, donc c'est logique, c'est la partie RSE, sociale, environnementale. J'ai pas les chiffres, mais voilà, un prompt, c'est quand même des millions de tonnes d'eau, je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas si toi, tu as les chiffres. C'est énormément consommateur en termes en fait, c'est très compliqué. Alors, juste un prompt ou non, aujourd'hui, alors selon les chiffres, parce que les acteurs sont opaques, ça évolue dans le temps, et on n'a pas toutes les infos, même si on commence à en avoir depuis septembre 2025. Là, aujourd'hui, on estime que c'est potentiellement un demi-litre d'eau. Mais c'est combien tu dis? Un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau. Mais pour plein de modèles, ce sera plus ou moins. En fait, c'est très difficile. Donc ça, c'est une recherche. Mais si c'est une recherche, tu fais sans recherche, mais c'est pas une recherche complexe, c'est pas une génération d'images. Donc ça, on va dire, moi, j'accepte ce chiffre parce que ça donne un ordre d'idée. Mais le problème, c'est pas ça, parce que déjà, si on veut faire le ratio, quand tu prends un café, il aura fallu pour un café
pour une personne 150 litres d'eau au total, parce que il faut faire pousser la plante. Enfin, il y a tout un tas de. Donc, si ton problème c'est vraiment la consommation d'eau sur la planète, notamment potable, peut-être que c'est pas. Arrêter le café, c'est. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a plein d'ordres de grandeur, mais c'est quand même un énorme problème parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Il y en a qui disent oui, mais en prompt ça consomme pas beaucoup, mais c'est pour entraîner les IA, les réentraîner au fur et à mesure. Et si tous les GAFAM achètent et construisent des centrales et des réacteurs nucléaires, c'est pas pour rien. Safran l'an dernier disait on n'aura peut-être pas assez d'énergie dans les IA qu'on utilise pour tous les usages qu'on envisage. On est déjà à des consommations immenses. En plus, il y a des consommations d'eau, pas de bol. Pour que l'eau refroidisse les data centers qui sont utilisés à moitié par l'IA, à horizon, je crois, d'ici l'an prochain, on sera à moitié de consommation des data centers. C'est par l'intelligence artificielle, le reste c'est pour le digital. Et pour que ces data centers, ils aient de l'eau qui les refroidisse efficacement, il faut que ce soit dans des zones arides. Donc dans le monde, on construit beaucoup de data centers dans des zones où il y a peu d'eau et on accapare cette eau dont il y a besoin pour l'agriculture, la biodiversité et les populations. Et les 2/3, c'est de l'eau potable en plus. Bref. Ouais. Et ça, c'est, sur l'eau, je viens de te citer, 5% des problèmes. Et en plus, il faut des métaux rares qui sont extraits dans des conditions sociales et environnementales catastrophiques et qui sont au cœur de la géopolitique aujourd'hui et qui font partie des motifs de guerre. Donc, indirectement, on se retrouve à cautionner des trucs comme ça. Là, je l'ai résumé en 1 minute, mais en fait, on pourrait en parler pendant une journée et c'est déprimant. Tous les impacts indirects qu'on sous-estime, qui sont encore un peu méconnus, voire masqués par ces acteurs qui, eux, veulent vendre de l'IA. Donc, en plus, quand tu utilises l'IA avec tous les autres risques, tu as cet impact environnemental qui concerne les RH parce que alors maintenant, en plus que j'en parle un peu, j'ai un peu plus de RH qui viennent me voir, mais moi aussi j'ai des salariés qui me disent ils ont vu aux infos l'impact environnemental de l'IA et ok, ça pollue peut-être pas encore aujourd'hui autant que l'avion ou que de manger une côte de bœuf ou de prendre un café en termes d'eau, mais ils veulent pas ajouter ça par rapport à leurs valeurs perso, par rapport aux engagements qu'on a pris dans l'entreprise RSE. D'ailleurs, il y a les CSE qui s'y mettent aussi. Et les RH se retrouvent à dire oui, on va intégrer l'IA dans le cadre de votre travail et ils font partie des porte-paroles. Il y a une contradiction alors. Alors que même tu sais que c'est toujours la première question. Encore hier, il y avait un grand salon RH. Première question lors de la conférence où on n'a pas abordé de manière frontale le sujet de l'impact environnemental. Première question, pourquoi vous n'avez pas parlé de l'impact environnemental de l'IA? Donc les RH sont très sensibles à ça. Et là, c'est une équation. Alors il y a quelques pistes d'action, mais elle est quand même très très dure à résoudre. Donc je pense qu'à minima, il faut au moins avoir conscience de cet énorme problème qu'on est en train de nous aggraver. Et donc pour finir, la dernière question que j'ai envie de te poser, Pierre, quand on écoute ça fait peur quand même, tu vois, ouais. C'est assez anxiogène. D'un côté, il y a le côté, en effet, l'IA qui peut optimiser certaines tâches et donc améliorer ta performance et ton quotidien. T'as de l'autre côté des enjeux en effet RSE très forts, c'est de se dire waouh, comment je m'y retrouve moi en tant que RH dans mon quotidien, ou peut-être la direction me dit on intègre l'IA. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça me permet d'optimiser mon quotidien, de mieux vivre mon quotidien, etc., d'avoir un peu plus de performance et d'autres temps, même si tu nous as partagé que voilà, tout reste encore à évaluer. Et de l'autre côté, je me dis waouh, mais moi j'ai une valeur quand même RSE, c'est comment j'arrive à gérer mes propres contradictions en tant que telles. Qu'est-ce que tu aimerais dire en mot de fin à ces RH, peut-être qui nous écoutent, qui sont un peu torturés de l'intérieur sur le sujet de l'IA? Ouais, et je sais que j'accentue ça. Donc, je pense qu'il y a 2 choses essentielles. Tu vois, si encore une fois, pour pas être, parce que je suis plus RH en poste, donc des fois je me dis faut pas que je dise des trucs trop faciles, est-ce que je les ferais vraiment si j'étais en poste? Moi, ma conviction profonde, c'est que si je redeviens RH demain face à cette équation dont j'ai des petits bouts de solution, mais j'ai clairement pas la solution. S'il y en a qui l'ont, appelez-moi de suite pour me donner vos bonnes pratiques. Je sais 2 choses, c'est que la première chose, je suis plus rassuré d'avoir une prise de conscience, même si au début c'est un peu anxiogène. Au moins je sais ce que je fais et ce que je cautionne, ce qui va m'aider dans mes décisions et dans mes choix. Et ensuite, et ça c'est universel, face à l'anxiété, le truc le plus efficace, c'est d'agir. Alors peut-être que vous n'allez pas tout résoudre en tant que RH, mais de dire, en fait, générer autant d'images pour notre marketing RH, je dis une bêtise, parce que maintenant on fait plein d'images. Bon, déjà les images à base d'IA, tout le monde a compris que ça déshumanisait un peu parce qu'on les reconnaît, ces images-là. Peut-être qu'en fait on va juste reprendre des banques d'images comme à l'époque, et
c'est pas grand-chose, mais ce sera notre premier pas qui nous permettra de dire, en fait, nous, on va avoir des usages raisonnés et des usages utiles pour limiter autant que possible, parce qu'on considère que c'est notre pouvoir. Et agir, c'est ça, ou à une échelle plus globale, d'échanger avec le CSE et les équipes RSE et d'aller trouver les personnes qui portent les meilleures pratiques pour, à minima, limiter les dégâts. Après, créer de la valeur, je sais pas encore comment on va faire, mais à minima, limiter les dégâts. Si on a un souci juste sur le plan de l'environnement, je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer. Usage apprenant, usage raisonné. C'est un peu ce que je retiens. Exactement. Okay, super. Est-ce que tu as une personne que tu nous recommanderais sur le podcast pour encore creuser ces sujets-là? Alors je crois que tu as déjà invité pas mal de personnes. J'ai pas vu tous les épisodes de ton podcast, mais il y a une chance sur deux que je cite quelqu'un que t'as déjà invité. Qui c'est que j'aimerais que tu invites dans les personnes que j'ai découvert? Il me faut une minute pour réfléchir. Ok, ouais, y a pas de souci, ouais. J'ai vu son témoignage hier et c'est quelqu'un qui fait des beaux projets en IA, donc tu vois, je reste un peu enthousiaste de l'IA, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises parce que ma mémoire des prénoms est horrible, Ornella, c'est la DRH de Dailymotion. À chaque fois que j'ai vu des DRH chez Dailymotion, je sais pas comment ils choisissent leur DRH, c'était des personnes exceptionnelles et elle aussi a l'air vraiment exceptionnelle dans son approche humaine de la technologie. Donc je pense que ça vaut le coup que tu l'invites. Super. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour cette année 2026? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter que déjà je trouve un peu plus de réponses aux questions que je soulève, parce que moi-même je suis le premier à me dire c'est quand même un peu lourd à porter avec cette prise de conscience, et qu'il y ait des personnes qui viennent me donner la parole comme tu l'as fait gentiment, notamment sur les sujets de, on va dire, la transition écologique, mais du rôle des RH dans la transition écologique, parce que je pense que ce devrait être les leaders. C'est pas les responsables RSE, pour moi, ce devrait être les RH, les leaders de la transition écologique de l'entreprise. Eh bien, on va finir sur ça. Merci Pierre. Merci Maud.